reprenons la deuxième réunion du gouvernement pour la précroissance, avec de ce que nous avons appelé gouvernement pour la précroissance, qui contient, en fait, nous mettons en place ces groupes de réflexion. On va voir si on peut les faire fonctionner. Voilà. Tout en sachant qu'on a identifié deux axes qu'on a appelé le premier axe avant 2027 et le deuxième axe après 2027, qui sont de nature différente. Le premier axe, c'est du militantisme à faire, donc les grandes lignes du militantisme à déterminer entre aujourd'hui et dans 5 ans, c'est-à-dire les échéances majeures électorales. Et puis le deuxième axe, c'est plutôt un jeu de rôle ou un jeu politique basé sur une fiction qui est qu'en 2027, le candidat du Parti pour la précroissance aurait été élu aux élections avec dans la foulée une majorité du Parti pour la précroissance aux élections législatives. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors, autant le deuxième axe paraît simple, enfin simple, je dirais, quant à l'énoncé du cahier des charges de ce qu'il conviendra de faire, autant sur le premier, nous avons passé pratiquement toute la réunion de la semaine dernière à discuter sur le premier, dans la mesure où ce militantisme, ces actions militantes concrètes, même si elles sont intellectuelles, mais elles sont concrètes, à mettre en place, ne sont pas forcément claires pour tout le monde. Et puis, également, il faut énoncer un certain nombre de schémas directeurs sur lesquels on n'est pas tout à fait... c'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'on en a besoin encore d'en discuter pour savoir exactement, d'une part, ce que nous voulons faire, d'autre part, si nous sommes d'accord sur les grandes lignes, les grands axes, les grandes rubriques de, en fait, notre propagande. Voilà. Alors, nous avions convenu, alors je parle sous le contrôle évidemment des deux autres participants de la semaine dernière, qui sauront me démentir si j'ai mal compris, nous avions convenu de continuer dans l'échange que nous avions concernant la problématique de la décroissance inéluctable et de la décroissance volontaire. Voilà. Alors, parce que nous avons... alors, l'enregistrement podcast parce que la vidéo n'a pas bien marché, l'enregistrement podcast que j'ai mis en ligne il y a simplement 1 heure ou 2, je trouve qu'il est personnellement très intéressant parce qu'on a un échange sur décroissance volontaire, décroissance inéluctable, qui fait ressortir des choses, des éléments que personnellement, je n'avais pas forcément rencontré toujours dans ce type d'échange. Voilà. Donc, c'est intéressant de continuer là-dessus. Alors, avant de repartir sur l'échange, je voudrais faire une petite introduction, enfin une présentation une présentation de la façon dont se présente cette polémique, cette mise au point nécessaire entre la vision d'une décroissance inéluctable et la vision d'une décroissance volontaire. Est-ce que, d'abord, on est bien d'accord? Est-ce qu'on met bien dans chacun des deux concepts? Alors, est-ce qu'on est bien d'accord pour qu'il y ait deux concepts différents? Est-ce qu'on met bien la même chose dans ces deux concepts? Et lequel on choisit? Ou éventuellement, est-ce que les deux concepts peuvent marcher ensemble? Voilà, ça fait 4 questions, mais je pense qu'il faut prendre son temps pour bien parler de tout ça avant de commencer à poser des actions concrètes. Voilà, ça me paraît évident, mais on est là également pour en discuter. Alors, moi je voudrais faire un petit historique, je voudrais faire un petit topo préalable sur qu'est-ce que ça veut dire décroissance, sur la signification du mot décroissance. En fait, je voudrais faire de la sémantique.
Alors, décroissance, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre les dictionnaires Larousse et les dictionnaires Robert, savoir ce qu'ils disent. Alors, le dictionnaire Larousse, il existe depuis 1852. Et depuis 1852, il donne comme définition de la décroissance action de diminuer progressivement en intensité et ou en quantité. Voilà, donc c'est une définition extrêmement factuelle et objective. Mais depuis une dizaine d'années, alors je dis une dizaine d'années, mais je n'ai pas la date exacte à laquelle le Larousse a adjoint une définition supplétive, qui est celle-ci. Donc, première définition, comme il sait le faire, il met un petit tiret, action de diminuer progressivement en intensité et ou en quantité, et depuis quelques années, il a ajouté projet politique préconisant un ralentissement du taux de croissance dans une perspective de développement durable. Donc, nouveau ça date de quand? alors mais, écoute, justement je n'ai pas la date, parce que je ne suis pas toutes les semaines sur le dictionnaire Larousse à vérifier les ajouts supplétifs qu'il met sur, disons, les gros concepts stratégiques dont on a parlé notamment dans le glossaire, hein, justice, capitalisme, libéralisme, intérêt général, etc., etc. Et pour ce qui concerne les croissances, je ne sais pas exactement à quelle date il a ajouté ça, hein, sous la pression de sans doute de nos amis Léger, Le Pesant et compagnie. Alors, une information concernant Michel Le Pesant, il a fait comme Lionel Jospin en 2000, je ne sais plus quand il a été battu, là, il s'est retiré de la vie politique, là, depuis 15 jours, parce que je suis abonné à son blog, lui il s'est désabonné au mien, mais moi je suis toujours abonné au sien, et donc il est, voilà, il se retire de la vie politique. Alors ça intéresse un petit peu Clara, qui est voisine de notre ami Michel. Bien, bon, nous fermons la parenthèse. Alors je ne sais pas à quelle date très exactement le Larousse a ajouté ces définitions supplétives. Et pour le dictionnaire Robert, parce qu'il faut parler de deux dictionnaires, alors d'une manière générale, je trouve que sur tous ces termes très très porteurs d'énormément de concepts, qui ont fait l'objet d'ailleurs de notre travail de glossaire hein, au sein du PPAC, le Robert est souvent plus pertinent que le Larousse. Bref, que dit le Robert? Le Robert, il avait également le même type de définition, action de diminuer progressivement en intensité et ou en quantité. Et il a ajouté, alors je ne sais pas non plus à quelle date, sa petite définition supplétive sous, je dirais, la propagande des croissants volontaires, projet politique remettant en cause la croissance économique. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Hein. Larousse dit que la décroissance, c'est un projet politique qui vise le développement durable. Et le Robert dit la décroissance, c'est un projet politique qui remet en cause la croissance économique. Bref. C'est marrant parce que si vraiment ils ont fait pression sur le Larousse, ce qui m'étonne, Larousse, ils savent que c'est un peu. Voilà quoi. Ils ont dû bien rigoler, vu le résultat. Mais il doit y avoir en fait, de la touche là derrière. Bon, bref. Oui, mais je veux dire, pour que les décroissants fassent pression pour rentrer dans le dictionnaire et qu'ils se retrouvent collés avec l'étiquette développement durable, oui. Vu ce qu'ils luttent contre ça, c'est rigolo. Ah bah bon, si tu prends Delphine Bateau, c'est ça. C'est la politique politicienne. Nous allons réduire un petit peu pour arriver mieux que vous au développement durable. C'est ça l'idée. Bon, bref, attends. Alors, j'essaye de ne pas perdre le fil de mon truc. Alors, si tu peux, Gilles, si tu peux, quand tu parles pas, couper ton micro parce qu'il y a du vent. Voilà. Alors. La définition du Robert est bien plus intéressante parce que, elle ne cite absolument pas le développement durable avec ses gros défauts internes qu'on a moultement signalés. Et c'est vraiment projet politique remettant en cause la croissance économique. C'est très intéressant, ça. Oui. On peut tous y trouver à boire et à manger. Oui, enfin, alors, très bien. Tu fais bien c'est un peu jésuite, mais moi j'aime bien l'esprit jésuite. Alors, bon, ne nous trompons pas d'objectif. Tu soulèves effectivement un débat que je souhaiterais ne pas
entamé aujourd'hui, mais bon, on peut le... C'est-à-dire, quel différencient entre la définition supplétive du Larousse et la définition supplétive du Robert, et qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte politique actuel. Bon, d'accord. Bon, ça, c'est une chose. On en parlera peut-être après. Mais là où je voulais aller, moi, c'était de dire que ces définitions sont, je dirais, sémantiquement incompatibles. À savoir qu'on ne définit pas un mot par le projet pour y parvenir. Bon, c'est comme si on disait, c'est comme si la définition du bonheur, qu'est-ce que c'est que le bonheur? C'est un mode de vie qui tend à aller vers le bonheur. Ou le malheur, c'est un mode de vie qui tend à aller vers le malheur. Ou prenons la richesse. Comment on va définir la richesse? La richesse, au lieu de la définir comme étant une certaine quantité de biens matériels et matériels, on va dire c'est une stratégie de vie pour arriver à avoir ce monde. Ça n'a aucun sens. Du point de vue de la déontologie du dictionnaire, et c'est ça que je veux dire, et c'est ça qui est scandaleux, peu importe le contenu qu'il y a dans la politique préconisant ceci ou la politique préconisant cela, le scandale, c'est qu'un dictionnaire patenté et officiel donne une définition d'un mot en termes de politique pour arriver à ce mot. Bon, et en fait... Disons que le dictionnaire aussi suit les usages. L'usage a été posé par Vincent Genet, qui est un bec BD, bien, en appelant ce journal la décroissance. C'est lui qui a transformé la société. C'est lui qui a fait du mot une espèce de projet politique, pour moi, un journal. Ça fait qu'on dit, tiens, t'es du mouvement de la décroissance, tiens, t'es de la décroissance, tiens, t'as lu la décroissance, machin. Donc, dans le langage courant, le mot la décroissance est devenu un peu, ce que les dictionnaires, des fois, tentent de rattraper. Les dictionnaires, des fois, tentent de rattraper la société. Enfin, les usages, on va dire. Donc, je suis bien d'accord avec toi sur... C'est un peu bizarre, mais les dictionnaires, quand ils font la liste des mots, dedans, ils rajoutent les usages qu'en font les gens. Et ça, Vincent Genet, il a tapé fort. Oui, alors, non mais, mettons de côté, mais contre ça, on en discutera autant que tu veux et autant de temps qu'il faut. Pour l'instant, moi je reste sur la déontologie d'un dictionnaire. La déontologie d'un dictionnaire, ça n'est pas... La déontologie d'un dictionnaire, c'est de suivre les usages de la société aussi. Bon, eh bien, je dis non. Et je dis qu'il faut attaquer le dictionnaire, hein, et qu'il faut lui faire rayer ça, parce que peu importe le contenu, mais un dictionnaire n'a pas à transformer un mot en une locution. Même si l'homme de la rue... Enfin, bref, voilà. Alors voilà, ça c'est une... On peut ne pas être d'accord avec moi, mais je dis que c'est un angle d'attaque. Voilà, bon. Alors... Oui, ça... Non, mais c'est... Bon, c'est un angle d'attaque, parce qu'à ce moment-là, on peut faire ça pour tout. Hein. La richesse, il n'y a qu'à dire que la richesse, c'est le capitalisme, alors. C'est pareil, c'est le même mot. C'est le même mot. L'information n'est pas uniquement due à la décroissance. Il y a des autres mots qui sur le dictionnaire, c'est ça. Ils s'éloignent complètement des trucs de base. Bon, voilà. Pour ça, je dis c'est aussi valable. Bon. Donc, si on peut attaquer le dictionnaire là-dessus, mais il va travailler sur le fait qu'il des amis plein de mots. C'est bien, hein. Là, voilà. La qualité du son, Gilles, elle est très, 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 très médiocre. Hein. Voilà. Bon, alors... Donc voilà un débat que je lance. Bref. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il dit sur croissance? C'est intéressant, croissance. Voilà ce qu'il dit sur décroissance. Et qu'est-ce qu'il dit sur croissance? Le Larousse. Et qu'est-ce qu'il dit sur croissance? Le Robert. Eh bien, sur croissance et sur croissance, et le Robert ne font pas le même raisonnement. C'est-à-dire que, je vous cite, croissance, augmentation des dimensions de l'ensemble d'un corps organisé ou de l'une ou de l'autre de ses parties, voilà, bon, etc. Et le Robert, faire croître, action de faire croître, grandir, développement, la croissance d'une plante, voilà, bon, augmentation. Et ils ne disent pas, le Robert ne dit pas, politique pour faire croître le PIB. Hein, il parle du PIB, le Larousse, que j'ai pas tout lu, il a une tartine, et il dit ça c'est mesuré par le PIB. Bon, mais il ne dit pas, d'une part, croissance c'est une constatation scientifique de quelque chose qui augmente, et c'est aussi une politique pour faire augmenter le PIB. Il ne dit pas ça. Bon, et le Robert non plus.
Donc, il y a bien un problème. Parce que parce que dans l'esprit des gens, croissance aussi, croissance, c'est la politique de la croissance. Alors, pourquoi est-ce que décroissance, ce serait simplement un état, mais aussi une politique pour arriver à cet état, et que pour croissance, ça n'est pas la même chose, alors que c'est réellement, alors que les politiques pour faire la croissance sont quand même beaucoup plus prégnantes et présentes au sein des 7 milliards d'habitants que la politique pour faire la décroissance. Donc il y a un réel problème. Voilà. Bon. Alors, c'est la raison pour laquelle, nous disons qu'il y a bien une différence entre la décroissance inéluctable, qui est l'inversion du dictionnaire avant ces dernières années, qui est une constatation, la décroissance inéluctable, c'est une constatation de quelque chose qui diminue. Bon, alors que la décroissance, telle qu'on veut nous l'imposer, ce mot, la décroissance est une politique de décroissance. Parce que la politique de croissance, bon, alors, c'est la raison pour laquelle nous, on propose d'autres mots. C'est que la croissance, c'est la constatation d'un état qui décroît, et la politique pour arriver à cet état, ça ne s'appelle pas la décroissance, ça s'appelle le décroissancisme. Et ça, c'est clair. Le décroissancisme. Bon. Et ceux qui aiment, et ceux qui sont actifs dans cette politique pour faire décroître, quels que soient les moyens qu'ils emploient, des actions culturelles pour faire changer la mentalité des gens, ou des actions législatives pour que le PIB diminue de force, ce sont des décroissancistes. Bon. Ensuite, il y a des gens qui aiment cette idée, qui aiment l'idée qu'il y a une décroissance, mais qui ne sont pas actifs. Et ceux-là, ce sont des décroissantophiles. Bon, on peut être décroissantophile sans être décroissanciste. Bon, on est décroissanciste forcément en étant décroissantophile. Voilà. Et pour la croissance, c'est pareil. Il y a des croissancistes, des gens qui travaillent à l'augmentation de la croissance, et il y a des croissantophiles. Alors, il peut y avoir des croissantophiles, des gens qui aiment la croissance, mais qui sont, du coup, qui sont décroissants inéluctables. C'est pas impossible. C'est-à-dire qu'on peut aimer... Ah ben moi, je pense qu'il y en a même plein. Ouais, il y a plein de gens qui aiment la croissance, mais qui savent très bien que... Tu me connais trop Voilà. bien, tu me coupes mes effets, Gilles. Bon. Oui, je sais. J'aime Bon. bien t'entendre parler tout seul. Voilà. Donc, alors, c'est toute cette problématique entre décroissant et objectif, décroissanciste, c'est je veux faire décroître, décroissantophile, c'est j'aime l'idée, et puis croissant, c'est objectivement je suis croissant. Par exemple, objectivement, à mon âge, je suis décroissant. Par exemple, mes facultés, elles diminuent. J'ai été croissant jusqu'à l'âge de 30, 36 ans, puis après j'ai été décroissant. Voilà, croissant, décroissant. Il y a les croissancistes, ceux qui sont actifs pour la croissance, et croissantophiles, qui aiment l'idée de croissant. Donc, ces 6 mots, croissant, croissantophile, croissanciste, décroissant, décroissanciste, décroissantophile, ils ont des significations extrêmement précises, et il y a des combinaisons entre eux. Alors bon, là on pourrait reprendre John Locke, qui parle des idées simples et des idées complexes, qui dit que les idées complexes, c'est une combinaison d'un certain nombre d'idées simples. Et il y a des gens qui sont... Alors, vous voyez, c'est une grille de lecture. Parce que lorsque je me reporte à notre discussion de la semaine dernière, moi, j'entends des choses qui relèvent du décroissancisme, qui relèvent des croissantophiles, qui relèvent du décroissant, qui relèvent du croissant. Bon, voilà. Bon. Et il me semble qu'il est intéressant de bien savoir qu'est-ce qu'on est individuellement. Qu'est-ce que moi je suis? Est-ce que je suis, par exemple, croissantophile mais décroissant? En fait, je suis à peu près ça. Je suis croissantophile mais décroissant. Bon, voilà. Je dis ça de façon un peu provocatrice, mais ça ouvre un débat. Et là, on se met à mieux comprendre toute la confusion et tout le magma intellectuel et politique, je dis intellectuel, peu importe, mais le magma, les dégâts politiques que ça fait,
hein, lorsqu'il y a une confusion entre tous ces termes. Voilà, voilà simplement mon petit topo introductif sur... maintenant, voilà, je vous laisse la parole. Est-ce qu'on m'entend là, Christian? Oui, très bien, Hervé. Ah, Très, très bien, bonjour tout le Hervé. monde, c'est Hervé. Est-ce que ça t'ennuierait, Christian, de relire la deuxième définition du Larousse, Oui, celle qui a été adjointe assez récemment, oui. Alors, c'est très exact. juste pour que je la commente? Oui, alors, c'est projet politique préconisant un ralentissement du taux de croissance Voilà, stop. dans une perspective de développement durable. Alors, ralentissement d'un taux, c'est Hmm. donc que ça peut continuer à croître, mais moins vite. Exactement. C'est Donc, la définition du Larousse, c'est croissantiste. comment? Ils définissent la décroissance sous l'angle croissantiste. C'est-à-dire, ce qui décroît, ce n'est pas la croissance, c'est le taux de croissance. Donc, la croissance continue, mais avec un taux moins grand. C'est une deuxième degré, c'est une dérivée. Ils font décroître la dérivée de la courbe. Donc, le Larousse est profondément croissantiste. Alors que le Robert relit la deuxième définition du Robert. Projet politique remettant en cause la croissance économique. Voilà. Ça, par contre, ça nous va peut-être beaucoup mieux. Non, mais alors, Donc, les deux définitions sont vraiment très différentes. oui, mais la question, enfin, bon, ça Voilà. c'est un autre important débat. quand même aussi, ça. Oui, mais c'est pas le débat que je propose. Enfin, on peut là, Oui, mais bon, je le débat que je souligne- propose aujourd'hui, c'est que ce soit. Non, mais attendez, c'est pas que je veux évacuer un débat. C'est pas mon genre de vouloir évacuer un débat. Hein. Je suis demandeur Ça, j'ai bien de compris. tout type de débat. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on se trompe pas de débat. Voilà. Et que là, on n'est pas en train de dire la définition supplétive du Larousse, c'est-à-dire la définition où le Larousse transforme un mot en projet pour y arriver. La question n'est pas de savoir si ce que dit le Larousse est plus intéressant ou plus vrai ou plus juste ou qui nous convient mieux que ce que le Robert. La question c'est un dictionnaire n'a pas le droit de faire ça. Un dictionnaire n'a pas le droit de dire qu'un mot c'est égal à la politique pour arriver à ce mot. Voilà. Ça, j'arrive pas à comprendre cette idée-là que tu énonces. Je vois pas où est le problème. Par contre, ce que je vois bien, c'est que les deux dictionnaires définissent pas du tout la même chose. Alors pourquoi ils font pas ça pour croissance? Pourquoi est-ce que lorsqu'on c'est pas une définition ça, Hervé. La décroissance, soit la décroissance c'est une chose peut pas être une chose et son contraire ou son distinguo. Ah là, ils arrivent dans le Larousse, ils arrivent à utiliser le mot décroissance pour définir un projet qui est croissantiste. Non, attends, Donc, ça c'est effectivement, autre ils chose. arrivent Non, à mais, définir- non, mais ça c'est autre chose. Non, Voilà. attention, c'est une confusion ça. Peu importe que le projet soit croissantiste. Mais la question c'est la décroissance. Soit c'est un état constaté, soit c'est une idéologie. C'est ou l'un ou l'autre. Bon, parce que Je ne comprends pas comment la décroissance pourrait être un état, puisque la décroissance est un mouvement. Mais voilà, donc voilà, voilà le résultat. On a là, avec ce que tu viens de dire, le résultat du confusionnisme qu'ont installé les décroissants volontaires. Puisque tu dis, je ne comprends pas comment la décroissance, ça peut être un état, alors que c'est un mouvement. Mais c'est le contraire. La décroissance, c'est un état. C'est l'état de quelque chose qui décroît, point final. Il n'y a pas d'idéologie dedans. Et la croissance, c'est la même chose. La preuve, c'est que le dictionnaire, lorsqu'il définit la croissance, il définit un état qui augmente. Le Larousse définit la croissance comme un état qui augmente, et le Robert définit la croissance comme un état qui augmente. Et pour la décroissance, il y a un truc bizarre qui se passe, c'est que les deux dictionnaires définissent deux choses. Ils disent, ah oui, c'est un état qui
constaté, mais c'est aussi une idéologie. Bon, Un projet politique, pas une idéologie. alors, bon. Je te trouve un petit peu spécieux, là, pour tout dire. Oui, complètement. Un petit peu, parce que... Merci, Clara. mais bon, c'est pas le fond du débat d'aujourd'hui. Moi, j'ai bien compris... C'est le fond du débat. Non, mais j'ai bien compris que tu souhaitais qu'on se positionne respectivement, et je trouve ça effectivement très intéressant qu'on le fasse. Oui. Et moi, je suis tout à fait claire sur ma position depuis le début, même si je me fourvoie dans les définitions. Disons que je vous donnerai mes définitions et je pense avoir été claire depuis le début. Mais là, ce que tu dis, parce que quand je dis spécieux, c'est que en fait, aussi bien la croissance que la décroissance, c'est peut-être un état, mais c'est quand même un état qui procède d'un processus. Donc, c'est en ça que je veux dire que c'est spécieux, parce que la croissance, la décroissance et la croissance, elles ne s'installent pas le 22 janvier 1851, et puis le 23 janvier, ça y est, c'est de la décroissance ou c'est de la croissance. C'est pas ça du tout. Ça a toujours été un processus parce qu'on est justement dans de la géophysique, et voilà. Donc, c'est en ça que je veux dire que c'est un peu spécieux. Si on raisonne en géophysique, c'est bel et bien un processus. Après, bien sûr que c'est aussi une idéologie. Mais ce que je comprends, c'est que ce que tu cherches à nous dire, c'est que sans doute, sous l'effet de pression politique, les gens du Larousse et du Robert ont ajouté un alinéa de nature politique à leur définition pour la décroissance, et ils n'ont pas estimé bon de le faire pour la croissance parce que pour eux, c'était gravé dans le marbre. C'est ça que tu veux dire? Non. C'est surtout qu'il n'y a pas un journal qui s'appelle La Croissance, qui est identifié avec un petit groupe de 10, qui milite pour la croissance, etc. Enfin, c'est ça, on ne peut pas trop faire le miroir. Le miroir est difficile à faire. Mais on a par contre, été poudronné à la croissance, donc... oui, c'est ça. Mais oui, donc c'est un peu difficile, mais est-ce que, par exemple, sur Républicain, il dit que c'est aussi un mouvement politique, droite, genre RPR. Est-ce qu'il y a d'autres mots que la croissance qui voudraient dire quelque chose qui n'a pas un rapport trop avec un mouvement politique, même si Républicain, ça a peut-être un peu plus un rapport. Mais Républicain, ça veut peut-être dire quelque chose. Et puis peut-être qu'ils ont rajouté Parti républicain, mouvement de droite, blablabla. Peut-être qu'ils font ça pour d'autres mots que le mot de décroissance. S'il y a des partis politiques qui ont pris des mots comme ça pour se définir. Je vais aller voir ce que dit l'encyclopédie universaliste, parce que je la trouve toujours passionnante. Je ne suis pas encore allée voir, j'irai voir. Parce que est-ce que toi, Christian, qui a une bonne culture politique, est-ce que ça a déjà arrivé dans la vie politique française, des mouvements politiques qui se sont définis avec un mot comme ça, généraliste, qui se sont collés une étiquette, qui fait que ça a obligé, entre guillemets, un dictionnaire à faire un peu ce que tu définis comme n'importe quoi? Alors, non, j'ai pas l'exemple, hein, mais je suis demandeur, comment tout. Mais faut élargir encore plus le problème. Bon. Peu importe, le dictionnaire, il a fait ça. Bon. Peu importe même le parti politique qui dit décroissant. Bon. Là où ça devient toxique, à mon avis, c'est que ça rentre dans l'esprit du grand public. C'est pour ça qu'on veut l'éradiquer. Oui. C'est pour ça qu'on veut l'éradiquer. Parce que ça rentre dans les... Bon, ça commence par le dictionnaire, ça continue par Vincent Liéget ou Latouche et compagnie, Paul Ariès, et puis ensuite, le grand public dit la décroissance, c'est une idéologie. Alors, pourquoi le grand public ne dit pas la croissance, c'est une idéologie? C'est quand même une sacrée idéologie, la croissance. Hein. Alors, Claire, tu disais, mais c'est normal qu'il écrive ça, le Larousse, parce que la décroissance, c'est un état, oui, mais qui procède d'une idéologie. Mais bon, d'abord, c'est faux. Enfin, on peut démontrer que c'est faux. Je vais le faire. Et deux, on peut dire ça de tout. Alors, pourquoi pour la richesse, il ne dit pas la richesse, c'est le fait d'être riche, mais c'est aussi une idéologie qui incite tous les habitants d'un pays à s'enrichir. Vous savez, la fameuse doctrine capitaliste, enrichissez-vous.
Bon, non, il ne le fait pas. Il ne le fait que pour la décroissance. Il n'y a pas d'autre exemple. Et le miroir le plus éclatant, c'est qu'il ne le fait pas pour la croissance. Bon, mais, parce que quand tu dis la décroissance, ça procède d'une idéologie, la décroissance ne procède pas d'une idéologie. La décroissance procède de la géologie. C'est tout la. Oui, pour l'acception qui est la vôtre, la tienne, la nôtre, je ne sais pas comment dire. Moi, je suis décroissant, inéluctable, mais aussi volontaire. Mais C'est impossible. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça le problème. Alors, bon, alors. Donc, bien non, sûr que c'est logique et objectif, mais il n'empêche que, d'ailleurs, le prosélytisme que tu veux faire, il va être jugé, il est jugé par certains, j'imagine, idéologique, Christian. Tu ne peux pas échapper, dès lors que tu t'inscris dans une démarche politique, tu ne peux pas échapper au fait que, même si l'assise de tes propos est objective, tu vas argumenter sur des faits objectifs géophysiques, mais il n'empêche que ton argumentation va devenir idéologique. Tu ne peux pas ne pas le faire. Si, Bah, c'est ce qu'il aimerait bien quand même, Christian, je pense, faire, se sortir de ce piège, Non, je pense. non, mais attention. Avant que moi, je suis tout à fait d'accord. Mais, Alors, il faut s'expliquer là-dessus. oui. L'idéologie, j'ai une idéologie. On est d'accord, hein? On fait de la politique, on a une idéologie. Bon, on peut faire un débat sur l'idéologie, le sens du mot idéologie. Bon, disons, c'est un système de valeurs, etc., qui induit des modes d'action. Bon, j'ai une idéologie. Au PPAC, je souhaite qu'on ait une idéologie. D'accord. Mais notre idéologie, c'est pas de faire décroître. Et c'est ça la différence. Notre idéologie, hein, c'est de constater que, inéluctablement, la machine économique va décroître, et notre idéologie, c'est de donner des outils à la collectivité humaine pour qu'elle s'adapte le mieux possible à cette situation contrainte. Voilà la définition d'une idéologie. Mais justement, Christian, tu viens de dire une phrase très importante qui est d'abord ça rentre dans le dictionnaire, après Vincent Liéger, ceci, cela, mais en fait tu te trompes. Ça rentre dans le dictionnaire après l'action de Vincent Liéger chez nous. C'est-à-dire que tu arrives pas trop tard, tu étais un des premiers, mais tu n'es pas. Tu as été comptable dans ta vie, mais tu n'as pas été dire de com de journal. Tu n'es pas Vincent Chenet, un publiciste, donc tu n'as pas réussi à faire un journal qui s'appellerait Machin Bidule, qui serait connu, et que tout le monde puisse en effet faire le distinguo que tu as. Tu viens après la guerre, dans un monde français. Ça aussi, il faudra que tu nous dises, Christian, dans les autres pays, est-ce que c'est le même problème? Je ne pense pas. En France, quand on parle des croissances, ça allume cette petite lumière-là, idéologique, que tu aimerais ne plus avoir. Mais c'est ramé à courant inverse, c'est compliqué. Tu vois? Donc, je pense que le dictionnaire, il entérine une situation sociale déjà ancrée depuis 20 ans. Donc, peut-être pas 20 ans, mais c'est compliqué de faire, mais c'est faisable, très enthousiasmant, de faire accepter les mots décroissantistes, décroissantville, toutes ces notions-là intéressantes. Comment tu te sens, toi, d'accéder peut-être pas au grand public, mais en tout cas, au moins à notre milieu universitaire, de gens intéressés par tout ça, comment tu penses contrecarrer le mouvement un peu à contre-courant du journal? C'est quoi ta méthode, ta stratégie de communication pour faire passer ton idée là? Alors, stratégie de communication, stratégie tout court. Hein. Oui, enfin bon. Ouais. Ouais. Bon. Est-ce que c'est faisable? C'est faisable. C'est de faire une guerre à outrance à l'idée de la décroissance volontaire. Alors attention. Hein. Les décroissants individuellement, on fait ce qu'on veut. Bon, on est encore dans un système avec un certain nombre de libertés qui permettent de ne pas croître, de décroître. Celui qui veut décroître individuellement, il peut le faire. Bon.
la guerre qu'on doit mener, c'est. Il ne faut pas qu'on se trompe de guerre. La guerre n'est pas, bien entendu, parce que je suis décroissant depuis 50 ans de ce point de vue-là. Je n'ai pas de leçons à recevoir. Alors, mais la guerre qu'on doit faire, c'est à ceux qui disent la décroissance n'arrivera que par la volonté. Voilà. Et nous disons simplement, c'est faux. On ne dit pas, c'est pas bien, vous êtes des méchants. Alors après, ce sont des imposteurs parce que politiquement, ils volent des chaises. Bon, ça, c'est l'aspect politique. Mais d'un point de vue, tout simplement, du slogan, la décroissance volontaire, nous allons décroître parce que nous voulons décroître. Hein? Bon, eh bien, nous disons, c'est faux. Et c'est faux pour... Attention, Christian, tu rajoutais le que. Décroissant, la décroissance n'arrivera que si l'on veut décroître. Oui, c'est ça que tu dis. C'est ça que je dis, oui. Et c'est ça que tu appelles décroissance volontaire. Exactement, c'est ça. Alors, là, je viens de comprendre. Oui, bon, alors, et donc... je sais, mais non, mais, alors, donc... Ça n'existe pas, oui, ça existe, non, mais ça. pourquoi ils disent que? Pourquoi il y a le que? Parce qu'ils ne croient pas à la décroissance inéluctable. Ça fait déjà 2-3 fois que je le dis. Bon, ils disent le capitalisme. Alors, même les effondristes. Alors, tiens, toi bien, je vais vous donner la preuve par 9, tu sais, avec la croix. Même les effondristes. Les effondristes qui aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, ont siphonné tous les contingents des décroissants volontaires. C'est pas pour rien d'ailleurs que Michel Lepezan s'est retiré de la vie politique. Bon. Alors. Ça, c'est pas vrai. C'est bien, c'est un débat. C'est un débat. Eh bien, un des chefs de file des décroissants, Pablo Servigne, notre ami Pablo Servigne, dit bon, ce qu'il faudrait faire, c'est éradiquer le capitalisme. Et puis tout de suite, il dit non, mais c'est impossible. Bon, donc, les décroissants volontaires disent pas autre chose. Disent, non, de toute façon, on ne peut pas arrêter le capitalisme, donc on ne peut pas arrêter la croissance autrement que par une action volontaire. Voilà. Non, c'est pour ça. Alors, je termine. Donc, le premier point, c'est de dire non, c'est faux. La décroissance, elle arrivera. Vous pouvez faire ce que vous voulez, rester couché dans votre lit, faire tout ce que vous voulez, cultiver des patates. La décroissance, elle est inéluctable. Point. Premier point. Bon. Ça, c'est un chantier énorme. Parce que personne aujourd'hui ne le croit, ça. Les gens aujourd'hui, ils sont en décroissance. Non, mais. Je comprends pas. Christian, les effondristes le croient, ça, non? Ou je me suis trompé de train, là? Alors, bon. Attends. Les effondristes, je connais bien, hein, chez Vincent Mignereau, etc. Bon. Les effondristes, ce sont des marchands. Bon, ils vendent un truc, ils veulent faire des conférences, donc faut qu'ils disent des choses qui plaisent. Alors, une fois qu'ils ont fait l'eschatologie de la fin du monde, bon, c'est fini, on n'en parle plus parce que ça, c'est, comme disait Vincent Liget, ça fait fuir les militants. Bon. Et ensuite, on te parle du réchauffement climatique, qu'il faut faire baisser le CO2, etc., etc. Et ils vendent des trucs. Donc, on fait des effondristes, plus ça va, moins ils parlent d'effondrement. Bon, mais ça, c'est de la politique. C'est de la politique, c'est de la com, comme tu dis. C'est de la com pour avoir une notoriété, avoir des recensions et pouvoir vendre des bouquins et faire des conférences. Bon. Alors, donc, le problème. Des têtes de fétiche. Hein? Oula. Pardon. Attends, les gens qui suivent les effondristes, eux, ils croient que c'est inéluctable. Il y a un potentiel dans ce groupe de gens qui ne font pas de conférences, mais qui suivent les conférences, qui ne vivent pas de ça, mais qui lisent leurs livres et qui sont d'accord avec la fin du pétrole. Donc, il y a deux champs importants. Oui, alors, là, faudrait qu'on analyse ça à fond. Les gens qui suivent les effondristes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ceux qui vont aux conférences, Pablo Servigne et compagnie. Bon. Est-ce qu'ils croient vraiment, ils croient vraiment à des croissances inéluctables? Bon, peut-être, en tout cas, alors déjà c'est une minorité. Attends, on est sur les 7 milliards. Hein, je pense bien qu'il n'y a pas un seul Chinois, un seul Indien. Bon. Donc, c'est une minorité dans les pays développés, intellectuels, un petit bourgeois, etc. Bon, qui va aller à ces conférences. Et parmi cette petite minorité, eh bien, comme d'habitude, quand tu fais une conférence, il y a au moins les 3/4 des gens qui ne comprennent pas ce que tu dis, qui que tu sois, je veux dire, hein, quel que soit le conférencier, et
bon, ils ne croient pas du réchauffement climatique, ce sont des environnementalistes. Ils sont en train de virer environnementalistes, ils commencent à donner des conseils pour la pollution. Et Le public, quel est à ton avis le public, il est peut-être un peu âgé ou peut-être très jeune, peut-être les deux, qui sont sur encore la fin du pétrole et qui pourraient être d'accord avec ta vision. Il y a quand même des gens qui n'ont pas été récupérés, ou je ne sais pas. Il y a non, mais très potentiel. peu. Non, mais, très peu, parce qu'aujourd'hui, tu as. Bon, il y a bon, la propagande, le prosélytisme décroissant volontaire et le prosélytisme effondriste. Donc, les gens qui sont sur la ligne, on va dire l'AER, par exemple, ben, il y en a très peu, il y a une minorité. Il y a ceux qui lisent l'AER, il écrit plus qu'en anglais maintenant. Alors, bon, je mets sur le site les trucs de l'AER, ça fait 20 pages à chaque fois. Bon, et c'est tout en anglais, et il y a 40 graphiques. Bon, donc, Oui, je suis d'accord avec les toi. gens ne lisent pas ça. Bon, on est dans une société de communication. Bon, alors, donc, le premier point, c'est alerter les gens, c'est-à-dire démontrer, démontrer avec les courbes de l'AER, etc., voilà. Bon, alors, bon, l'impact, il est ce qu'il est, j'en sais rien. On s'en fout de l'impact, l'essentiel, c'est de dire ce qu'on pense être la vérité. Et puis, le deuxième axe, donc ça c'est le premier, tu m'as parlé de la stratégie d'information, de lancer l'alerte avec des courbes et des chiffres. Et le deuxième axe, c'est de détruire cette idée de décroissance comme étant une idéologie, hein, c'est-à-dire de faire la guerre aux politiciens décroissants, Dean, Delphi-Bateau, etc., en disant, attendez, là on a affaire à des imposteurs, voilà, bon, voilà je ne vais pas développer. Hein, mais, voilà, mais si Michel est parti, il ne reste plus que Vincent. Oh, mais non, mais c'est même pas eux les plus dangereux. Les plus dangereux, c'est Mélenchon, Delphine Bateau, qui chaque fois qu'ils peuvent mettre un petit peu de décroissance, tu vois, voilà. Bon, et puis l'idée, elle continue comme ça. Ah oui, tu parles au grand public, oui. Ah ben oui, mais oui, parce que bon, disons le degrowth qui se trouve à Budapest, bon ben il a pas guère plus percé que nous, hein. Bon, voilà. Mais Oui, bien sûr. aujourd'hui, tu as quand même une candidate qui a failli être candidate voilà, elle aurait certainement eu plus de parrainage que moi. J'en ai eu deux, on aurait eu certainement beaucoup plus si EELV l'avait adoubé. Bon, elle venait de vendre la décroissance volontaire. Alors moi, pour fréquenter le milieu opposé pense que la décroissance, c'est Sandrine Rousseau. Aujourd'hui, c'est la tête de file de la décroissance, Sandrine. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas Sandrine ou Delphine? Bon, c'est blanc. Comme disait Duclos, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Hein. Elle est de quel mouvement, Gilles, Sandrine Rousseau? Elle est EELV, tendance radicale, parce qu'elle est connue par ses prises de position féministes classiques, enfin voilà, rigolotes. Et elle est connue pour faire le buzz, elle en joue, très intelligente, elle en joue. Du coup, ça énerve l'opposition. En tout cas, ça fait buzzer. Et le buzz du moment, c'est pas Delphine Bateau. Delphine Bateau, tout le monde la connaît. C'est très ancien, donc il n'y a pas de buzz autour de Delphine. Non, c'est parce que tu disais tu fréquentais le milieu opposé pour avoir écouté Sandrine Rousseau. Je ne sais pas pourquoi elle était d'un milieu opposé. Non, pour fréquenter le milieu de la droite, la droite pointe la décroissance. Sandrine, c'est une tête de turc, donc en montrant Sandrine, ça fait qu'on se moque facilement. En tout cas, il y a qu'elle qui dit vraiment des choses fortes et entendables dans les médias la relayent. Je ne vois pas d'autres figures de chez EELV, parce que Julien, il fait pédale douce, développement durable, cool. L'autre Jadot, il est trop étiqueté croissanciste, donc c'est mort. Delphine Bateau, oui, il y avait Delphine Bateau. Au moment des élections, il y a eu Delphine Bateau, mais l'opposition n'a pas relayé Delphine parce qu'elle est trop lisse. Elle est trop gentille, lisse, elle ne fait pas de polémique, voilà, elle ne fait pas de vague. Donc, pour les gens de droite qui sont croissancistes, on va dire, la décroissance, c'est Sandrine Rousseau. Voilà dans la tête du grand public, quoi. C'est ça. Hervé, tu veux intervenir avant que je donne mon point de vue? Non. Non? Non, j'admire.
Alors, moi, j'ai compris maintenant vraiment, Christian, ce qui nous, non pas nous oppose, mais nous différencie. Quand tu as dit tout à l'heure que tu étais un croissant 6, un croissant fil décroissant. Hein, tu t'es défini comme un croissant fil décroissant. J'ai dit que je pourrais l'être. Tu pourrais l'être. Ah bon, alors attends. Bon, moi, je suis. Alors, vraiment, ce qui nous différencie, c'est que je ne suis absolument pas croissant fil. Mais alors là, vraiment, pas du tout. Et comme tu l'as compris depuis un bon moment, pour des raisons qui ne sont pas. Qui sont que je ne suis absolument pas anthropocentriste. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que toute la polémique sur croissance-décroissance, elle est entièrement polarisée du point de vue de ce qui est bon pour l'homme, ce qui va être navrant pour l'homme, ce qui va supprimer les chances de l'homme, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir de l'homme, gna patin couffin. Moi, ce n'est pas mon propos, je suis une anthropologue qui... voilà, ne suit pas ce courant-là, et je peux vous assurer que parmi les gens qui sont, par exemple, des antispécistes ou des zoocentristes, il y a pas mal de décroissants qui ne sont pas du tout décroissants fils. Alors, je ne saurais absolument pas vous dire combien, mais il y en a. Et c'est vraiment dans ce courant-là que Oui, je oui c'est vrai, j'avais oublié, mais oui. Je pense qu'il y en aura de plus en plus. Voilà. Lisez un petit peu tout ce qui s'écrit sur les horreurs de la chasse. Voilà, il y a quand même de plus en plus de gens qui s'exaspèrent voilà, de cet anthropocentrisme qui a fait tant de dégâts. Alors, même si on peut trouver ça gentil, aimable, gna gna gna, bon sentiment, etc., je pense que c'est un mouvement qui va devenir de plus en plus fort. Voilà. Et il ne faut pas le minimiser. Oh, il est déjà très véhément sur certaines parties. Non, on les a vus en action. Voilà. Ça dépend des gens. Voilà. Moi, j'étais, oui, c'est vrai. Il n'y a pas très longtemps à l'Assemblée générale de l'ASPAS, qui se tenait près de chez moi. Je peux vous dire qu'il y avait une salle chauffée à blanc, hein, franchement. Donc, c'est quoi l'ASPAS? L'ASPAS, c'est une association pour la sauvegarde des milieux sauvages. Ah oui. Beaucoup de scientifiques ou des gens pas forcément scientifiques? Pas forcément, beaucoup de scientifiques, mais pas que. Il y a beaucoup d'éthologues, beaucoup de vétérinaires. Alors, comme c'est la sauvegarde des milieux végétaux et animaux, il y a un peu des gens de tous bords. Là, on a parlé des blaireaux pendant toute la matinée, mais pas que. Voilà. Donc, je pense que... Et là, ce que je voulais dire aussi à Christian, c'est que ce type de courant, il est sans doute, il y a un vivier de sympathisants dans le monde entier, Christian, et je crois qu'il ne faut pas les oublier. Parce qu'il y a quand même dans le monde entier, on a beaucoup parlé des communautés étrangères, mais ce n'est pas marginal, contrairement à ce que tu sembles croire. Non, non, non. Il n'y a pas que des bobos hein, en Amérique latine, il n'y a pas que... Voilà, il y a l'Inde qui est un grand vivier. Moi, je suis en train d'explorer tout ce qui se passe dans l'Asie, Chine, Taïwan, etc. Je trouve des tas de gens qui... Voilà, je retrouve des sympathisants un peu partout. Je ne suis absolument pas en état de dire, de chiffrer quoi que ce soit, ça va de soi. Mais voilà, et je crois que dans les courants qu'il faudra compter parmi les décroissants, alors volontaires, qui peuvent être à la fois des volontaires et des inéluctables, comme moi je pense être, en toute sincérité, ce sont vraiment certainement pas vraiment des anti-croissants fils, on va dire, virulents même. Voilà, et c'est avec eux. Non, mais alors. Oui, puis c'est pas des gens qui ont forcément, sont vraiment cultivés ou qui sont bons, qui n'ont pas forcément, qui n'aiment pas forcément. Mais je pense être clair là. C'est clair? Alors, je voudrais faire une mise au point, une précision. Hein. Bon. Quand je dis on peut être croissant fil et décroissant avec les définitions que j'ai données, et que moi je serais peut-être ça, hein, c'est un petit peu provocateur, mais je vais préciser très exactement pour mieux comprendre. Et il y a une simulation qui est très intéressante pour savoir qui on est exactement. C'est
si on dit supposons qu'il n'y ait pas de problème avec les ressources naturelles finies, c'est-à-dire qu'elles soient illimitées. Hein, puisque on va supposer à partir de 2027, bon, c'est un test qui est extrêmement révélateur pour savoir comment se positionnent les gens. C'est-à-dire si les ressources naturelles finies étaient illimitées, est-ce que tu prônerais quand même la décroissance? Voilà, là, il faut répondre très clairement à cette question afin de savoir comment on est. Attends, Parce qu'il y a des gens qui... Attends, laisse-moi terminer. Laisse-moi ajouter deux minutes. Bon. Non, je prends la parole dans 2-3 heures. Hein. D'accord, ok, je te laisse terminer. Non. J'ai dit 2 minutes. J'ai dit 2 minutes parce que j'ai pas terminé. C'est pas que ça. Bon, c'est aussi qu'on peut être croissanphile et être environnementaliste. Et là, on revient sur cette fameuse confusion, ce que tu nous décris, Clara, de gens dans les réunions, etc., ils sont pas forcément contre la croissance, ils sont contre les externalités. C'est ça aussi la grande confusion. Ils sont contre les externalités. On ne peut pas être pour la croissance et ne pas prendre en compte les externalités, ça n'a pas de sens. Si, parce non, que... ça n'a pas de sens. Alors je vais... J'argumente depuis le début. Mais... Dès le début de l'évolution humaine, il y a eu des externalités négatives. On ne peut pas faire sans. C'est impossible. Oui, non, mais il y a des, Clara, je pense que il y a des Christian, millions de gens. Il dit pas la réalité, il dit ce qu'il y a dans la tête des gens. Voilà. Il y a des millions de gens, millions de gens qui vont t'expliquer, peut-être des milliards. Il y a des millions de gens qui vont t'expliquer qu'on peut faire la croissance sans externalité négative. Voilà. Il y a des milliards de gens qui vont te l'expliquer ça. Et des milliards de gens qui le croient. Bien sûr. Ben, voilà le problème. Voilà la question. Bien question. sûr. Bon, donc si on me propose un schéma, les ressources naturelles sont illimitées et on a un système pour pas qu'il y ait de pollution, est-ce que je veux quand même décroître? Le problème, c'est pas la pollution et le climat, on se fiche de la pollution et du climat. Les externalités négatives, on met tout, on met la chute de la biodiversité, le CO2, les destructions des animaux, etc. On met tout ça. Bon. Non, mais Christian, il faut mettre ça sous l'angle de l'anthropologie. C'est-à-dire que ce qu'elle veut te faire dire, c'est du Daniel Quinn. Je t'avais dit de lire Daniel Quinn. Et ce qu'elle veut te dire, c'est qu'il y a les livers et les takers. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, de toute façon, ne se civiliseront pas, ils ne toucheront pas aux réserves naturelles. Les aborigènes d'Australie, il y a un tabou sur le sous-sol ou sur le sol, je ne sais pas quoi, ils n'y toucheront pas. Tu as beau faire des milliards d'années, ils n'y toucheront pas. Donc, c'est ça qu'elle veut dire. C'est-à-dire que toi, tu parles juste... Avec le vivant est radicalement différent. Oui, c'est-à-dire que... Oui, mais Clara, Christian, il parle que de la politique de civilisation déjà actée. Donc des takers, comme dit Daniel Quinn. Donc ce sont déjà des gens qui, de toute façon, d'instinct, tapent dans les ressources. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a une confusion. Il y a une confusion sur le fait que, est-ce que l'homme, il est liver ou taker? Daniel Quinn, il dit qu'il est les deux. Il est essentiellement liver, évidemment. Daniel Quinn dit que taker, c'est juste une culture qui est apparue, qui va disparaître. Mais nous, on n'est pas là. On est dans un parti politique. Donc un parti politique est là pour faire de l'organisation sociale de takers. Donc on ne parle quasiment pas de liver. Ils n'existent pas chez les takers, les livers. Oui, mais moi, si je m'engage à être militant, c'est pas pour des convictions. Oui, je comprends bien. Je comprends bien. Tu vois, si c'est mais moi aussi. Au milieu de croissanciste, à la limite, ça m'intéresse peut-être. Oui, mais c'est ça que veut te faire dire Christian. C'est ça se trouve tes collègues là autour. C'est pas des livers en fait. Alors ils sont déguisés en livers, ils parlent avec des aborigènes, tout ça. Mais en fait, c'est des mecs d'instinct qui tapent dans les ressources. Et ils polluent. Parce que comme tu dis, ils n'ont pas la même relation depuis tout petit au vivant. Au vivant ou au minéral, tout ce que tu veux. Ou au rituel et tout ça. Donc c'est ça qu'il veut te dire. Il veut te dire que oui, c'est bien de taper dans ce public scientifique qui veut être plus ouvert que les autres parce qu'ils ne sont pas politisés à la con et qui savent que c'est inéluctable, parce qu'ils sont en contact étroit avec tout ce milieu, ce monde-là. Mais
comme il dit Christian, les scientifiques, c'est pas la majorité déjà, et tout ça, ça fait partie des gens qui, comme bien, aiment bien leur bagnole. C'est très rare des Thierry Salentin. Si tout le monde était Thierry Salentin, pas de problème, tu vois. Mais tout le monde n'est pas comme Thierry Salentin à prendre son pagne et passer 20 ans en forêt avec un bout de bois. Voilà. Donc, c'est ça que je veux dire. C'est que là, il y a une petite... Il y a, Pour s'accorder nos violons, une voix c'est que le médiane. Il y a quand même une voix médiane. Il n'y a pas. Oui, j'exagère un peu. Mais la voix médiane, Christian, je pense qu'il la décrit bien, enfin, il va nous dire, mais qu'on est un parti politique qui s'occupe d'une société organisée taker. Donc, comment on fait à partir de là? Pour détecter les faux nez, les hypocrites, sans le savoir, hein, ce pas des gens hypocrites par méchanceté. Ils sont bienveillants, tous ces gens-là. Mais voilà. Hervé, Oula, Hervé, c'est fini là, il a complètement décroché. Vous arrêtez pas de citer des noms de gens que je connais pas du tout, je sais pas de quoi vous parlez. J'ai compris aussi que vous parlez d'un journal que je connais pas. Non, mais c'est pas Et puis l'essentiel. les définitions que... Non, mais je parle là du coup. Oui. Hein. Et les définitions que j'entends, c'est tellement pas celles que je rencontre dans la vie quotidienne, y compris des partis, que là, je crois qu'on n'est pas dans la même planète, quoi, c'est clair. Non, pour moi, la décroissance, c'est totalement inéluctable et c'est une évidence. La décroissance volontaire, c'est une évidence aussi. On ne va pas attendre que tout décroître, il faut s'y mettre tout de suite. Ce n'est pas que de la volonté, ça c'est complètement invraisemblable. Je ne comprends même pas qu'on puisse penser cette façon de dire là, de penser que la croissance ne s'arrêtera que si on a la volonté, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que je ne comprends pas encore? Tout le magma qu'il y a eu tout à l'heure sur Mélenchon, Delphine, Sandrine, c'est placer des gens au même endroit qui ne sont vraiment pas du tout au même endroit. L'anthropocentrisme, je suis complètement avec Clara de ce côté-là. Moi, je suis un décroissant fil sans le savoir, je l'ai toujours été. Ça me paraît évident que la société dans laquelle nous sommes est complètement démente et qu'il nous faut volontairement très vite ralentir. C'est urgent pour les gens, urgent pour le bonheur, urgent pour les oiseaux, urgent pour les herbes, urgent pour les arbres, urgent même pour les cailloux. Donc, je ne vois pas, là, pour moi, on est dans un débat totalement, je ne sais pas, là, je décroche, là. Je ne vois pas où on est. Ça mène à rien, quoi. Ce qui me dérange vraiment là, Christian, c'est que quelqu'un qui a quand même au fond de lui, je ne dis pas ça, ce n'est pas une critique de ce que tu disais, hein, qui a au fond de lui l'idée que s'il y avait un autre type de croissance s'appuyant sur autre chose que des ressources fossiles, ça serait bien. C'est en ça que c'est faire un pari sur quelque chose qui me paraît... qui n'est pas en tout cas la planète telle qu'on la comprend aujourd'hui, et qui quand même a à petit bruit ce mythe d'un homme bien implanté et prospérant sur sa planète, envers et contre tout. Moi, c'est ça qui profondément me dérange. Mais il n'a pas dit ça, hein, parce que là, tu projettes sur quelque chose qui te dérange et tu le projettes sur Christian. Il n'a pas dit ça du tout. Il faut faire attention. Tu parles de croissance de l'espèce humaine, tu parles de croissance de l'espèce humaine. Non, il a fait un exercice virtuel, psychologique, pour déceler des faux nez. Très bien. Vous savez ce que c'est qu'un faux nez? Oui, très bien. On l'avait fait déjà dans un autre débat du dimanche avec, je ne me rappelle plus comment s'appelait ce garçon, bon, peu importe. Et tu avais dit, si on avait des moyens, par exemple, de capter l'énergie solaire et surtout de la thésauriser, de s'en resservir, pourquoi pas? Ça veut dire que tout ce qui va permettre, pour moi, de favoriser l'expansion de l'espèce humaine, pour moi, je suis une ayatollah, ça me paraît très, très... Enfin,
Voilà, très, très suspect. Compte tenu de ce que l'espèce humaine pense être. Ça me paraît très suspect, voilà. Mais je demande à voir. Non, non, mais suspect, c'est une question de tribunal. On n'est pas dans un tribunal, on est dans une analyse de faits. Oui. On a vu que l'homme, dès qu'il a trouvé un truc, il a fait ça. Mais tous n'ont pas fait ça. C'est ce que j'ai dit à Christian, de lire Daniel Quinn et Taker l'hiver. Oui. Une culture a fait ça. Mais en tout cas, une culture l'a fait, mais l'a fait avec tellement d'efficacité qu'elle a rayé de la carte, presque, pas toutes les autres. Mais Christian, il n'a pas dit c'est bien, c'est mal. Il n'a pas dit j'aime l'expansion des takers qui ont décimé les livers. Il n'a. Non, mais enfin. Ah, il y a Claire, elle avait des petits problèmes informatiques là, qui ont dû la rattraper. Oui, moi, je pense qu'il faut être. Faut se calmer. Chacun s'exprime. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de malentendus. Hein. Bon, manifestement, il y a des incompréhensions et il faut qu'on comprenne si on a des divergences, lesquelles sont. Je propose d'évacuer les jugements de valeur. C'est-à-dire, bon, ce que tu dis, c'est bien, c'est pas bien. Bon, je pense qu'on a déjà assez de travail pour essayer de bien comprendre les positionnements des uns et des autres, sans y mettre une évaluation bon, personnelle ou particulière. Voilà. Et donc, je reviens sur l'histoire croissant fil, mais décroissant. C'est une possibilité qui existe théoriquement, et je pense qu'on a des exemples assez nombreux de gens qui sont à la fois croissant fil, c'est-à-dire qu'ils seraient d'accord avec la croissance si les ressources étaient illimitées et si elles ne généraient pas d'externalités négatives au sens large, hein, la chute de la biodiversité, le CO2, enfin toute la pollution, tout ce que tu mets là-dedans, hein, mais qui considère que ce schéma n'est pas possible parce qu'il y a réellement une raréfaction des ressources naturelles. Alors après, le problème de l'anthropocentrisme, qui est le problème qui fonde, il me semble, hein, donc ta position, Clara, je pense que c'est une affaire alors, en termes politiques, comment on traduirait ça? Bon, c'est ce que j'appelle disons, l'action culturelle. Bon, dire on va faire changer les gens. Bon, les gens sont anthropocentrés, c'est-à-dire qu'ils ne pensent qu'à l'homme, qu'à asservir la nature pour l'homme. Or, on peut voir les choses autrement. La preuve, il y a certains groupes donc ça existe. Bon. Et donc, là, il s'agit de travail de révolution culturelle qui, je dirais, n'a rien de politique. Enfin, bon, en tout cas, c'est différent de la politique. D'ailleurs, moi, j'ai souvent appelé les décroissants volontaires des décroissants culturels. C'est-à-dire qu'ils mettent... alors, les décroissants volontaires sont pour partie culturelle, c'est-à-dire ils veulent faire changer les mentalités pour que les gens arrêtent d'acheter, arrêtent de consommer et que la croissance s'arrête toute seule. Alors, bon, Roegen nous a expliqué que ça marchait pas. Enfin, bref. Et puis, ils ont aussi l'autre versant en disant ça va peut-être pas marcher, donc on va faire des lois de planification. Mais donc, cette action culturelle sur les gens, cette action sur... parce que plusieurs fois, j'ai entendu aussi bien dans la bouche de Claire que dans la bouche d'Hervé, il faut faire en sorte que les gens pensent autrement. Voilà. Alors là, le clivage, il n'est pas l'opposition, parce que je pense que les deux démarches peuvent être, peut-être pas complémentaires, mais elles peuvent au bout du compte s'additionner. Hein. Bon, oui, ceux qui veulent se consacrer leur militantisme à faire changer l'état d'esprit des gens, ne plus être extractiviste, ne plus penser ressources naturelles, ne plus penser que l'homme est sur la planète uniquement pour son propre bien, mais qu'il fait partie d'un tout, etc. Bon,
Très bien. Bon, mais voilà. Mais je pense qu'il y a une autre politique qui, elle, est différente et qui est extrêmement précise, qui est de dire, d'abord, de partir de ce fameux constat sur lequel on a bloqué à partir de la semaine dernière, c'est-à-dire de dire, ce constat, il y a une minorité infime de gens qui la font. C'est-à-dire de gens qui disent, finalement, j'ai pas envie de croître. Voilà. Donc, il y a, me semble-t-il, là, un aiguillage, une séparation des chemins militants, mais qui ne sont pas des chemins qui vont forcément s'opposer. Un chemin militant qui dit, les gens peuvent changer de rapport à la croissance et donc de rapport à la nature. Et donc, nous allons travailler d'un point de vue alors, anthropologie, je dirais plutôt ethnologique. Alors, la différence entre l'ethnographie et l'ethnologie, c'est que l'ethnographie, elle constate. Bon, elle constate que les gens vivent d'une certaine façon, l'ethnologie, elle l'interprète. Bon, mais l'ethnographie, pour moi, aujourd'hui, la constatation de ces gens qui ne sont pas anthropocentrés, de ces gens qui, comme tu nous as cité au Bénin, je ne sais plus quelle région du Bénin où tu es allé, moi je fais partie de ceux qui pensent que c'est extrêmement minoritaire et que le désir de croissance, il est chevillé au corps de l'homme, ce que tu contestes, et ce que tu as tout à fait le droit de contester. Tu dis, en fait, les gens ont le désir de croissance parce qu'ils sont broyés par la machine, mais si je relis, moi j'ai lu le podcast de la semaine dernière, j'ai noté les minutes à laquelle tu prononces ça, tu dis... ils ont envie d'autre chose, mais ils ne l'expriment pas en termes de décroissance, mais en fait, ils veulent... Bon, moi, je n'y crois pas à ça. Je n'y crois pas. Voilà, je constate que les gens, dans les 7 milliards d'habitants, veulent la croissance pour des raisons X, Y ou Z. Peu importe. Mais comme dit Gilles, je prends les choses telles qu'elles sont. Bon. Oui, sauf que je t'ai dit, Christian, que ça a été démontré depuis les années 70, l'inverse. Pour ça, je t'ai donné des sources scientifiques qui montrent que l'homme est liver, pas taker. Que taker, c'est une seule culture, et qu'on a l'impression, c'est un miroir déformant, que c'est l'homme qui est taker, et qu'il y a des petits livers là, on ne sait pas pourquoi ils sont là, parce que ça a marché et qu'ils sont nombreux. C'est-à-dire c'est un biais cognitif, pas un biais cognitif, un biais de conséquence. D'aujourd'hui. Moi, je te parle de l'homme, il était liver, il le sera toujours, il va être liver. Le taker, c'est juste un pic qui va disparaître, qui sera juste une aventure que les gens l'oublieront. C'est le thème de Mad Max. Mad Max, il montre des enfants qui ont oublié ce que c'était en avion en 20 ans. Donc, c'est ce que je veux te dire, c'est-à-dire que tu fais le combo Diamond Jared et Daniel Quinn. C'est-à-dire que ça a été démontré par des gens et des gens et des gens, qui ont montré que le fait d'être taker, c'est un épiphénomène culturel d'un tout petit nombre, et ça aurait juste dû être une tribu comme ça, et cette tribu-là qui a gagné, elle a essayé de démontrer pendant toutes ces années ce que tu dis, c'est-à-dire que le désir de croissance était chevillé au corps de l'homme. Plus le couple, plein de trucs chevillés au corps de l'homme. L'homme, il est né pour la guerre, pour se marier et pour croître. C'est-à-dire tous ces trucs-là qui étaient contraires au livre. D'accord ? C'est-à-dire contraires à tout ce qu'on a observé depuis des milliers d'années. Donc, et en plus, tu as fait croire que l'homme qui n'est pas croissant, c'est juste de la préhistoire. C'est-à-dire c'est de l'avant-histoire, donc c'est pas intéressant. Ou c'est de la post-histoire, c'est-à-dire c'est de l'effondrement, c'est de la post-apocalyptique. Quoi, c'est dans un futur très loin. Ça n'existe pas. Et il y a plein de documents pour te dire que ce qui est chevillé au corps de l'homme, c'est le rituel de la genèse, la fertilité, le machin, et que donc, Diamond Jared a montré que sur Ticopia, il se régule pour pas croître, etc. C'est-à-dire que ça a été démontré déjà, ce que tu dis. Enfin, démontré, peut-être pas. En science, on ne démontre jamais rien, surtout en technologie. En tout cas, il y a plein de documents, c'est pour ça que je te dis de te renseigner depuis un an sur ça. Parce que ça démontre, enfin ça montre en tout cas, le contraire de ce que tu dis. Alors c'est thèse, antithèse, hein, c'est argument contre argument, donc il faut lire les deux.
Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu pars d'un postulat de base qui dit que c'est chevillé au corps de l'homme, ça va être bizarre si tout d'un coup il y a un effondrement et puis que ça ne repart pas. Parce que si c'est pas du tout chevillé au corps de l'homme, ben, ça ne va pas recroître. Parce que chevillé au corps de l'homme, ça veut dire que quand ça va être dur de croître, ils vont réussir à croître quand même. Et Carbon Jared a montré que la croissance, ça peut être possible que parce que c'était un moment facile. Et la manipulation et la civilisation, tout ça, enfin, il démontre comment cette culture a pu arriver et gagner, là, en ce moment, on est là-dedans, là, gagner, on baigne dedans. Donc Daniel Quinn te montre pourquoi Merculture a poussé en disant que c'était un truc chevillé au cœur de l'homme, que c'était normal, elle a poussé à ça, pour te paraître dans un monde normal, mais que le monde normal, en fait, c'est le monde accroissant. C'est même pas décroissant ou croissant, c'est le monde voilà, où ça ne bouge pas. Donc, tout ça, ça a été démontré, mais par plein de détails, hein, de la vie de plein de choses. Hein. Sur surtout les aspects de la vie humaine. Hein. Rapport aux minéraux, rapport aux religieux, rapport à la fertilité, rapport à la naissance, rapport à la matérialité, tout ce que tu veux. Tu peux prendre tous les modes de vie, tous les bouts, et même sur la science. L'homme qui est curieux de la science, qui veut faire des découvertes, etc. Et donc, ça a été démontré plein de fois. Les Esquimaux, ils ont pris, je ne sais plus trop quoi, ils ont pris l'arc, ils ont abandonné, ils ont repris le harpon. Donc, il y a plein de détails qui te montrent que, sur Terre en tout cas, sur l'espèce humaine, elle n'est pas croissance 6 chevillée au corps. Ça, c'est un truc que Merculture t'a mis dans la tête. Voilà. Donc, alors, ça ne change pas grand-chose à notre problème à nous, parce que nous, on est dans un monde où les gens, ils ont dans le cerveau ce que Merculture leur a mis. Donc, à peu près, c'est pour te dire que tout le monde pense comme toi. Voilà, on est autour de nous, tout le monde pense comme toi. Les rares gens qui pensent pas comme toi, c'est les gens comme Clara ou Hervé, je ne sais quoi, qui ont une autre culture, qui ont fait des études, qui ont voyagé, ou je ne sais pas quoi. Mais tu vois, c'est compliqué aujourd'hui. Donc, je veux dire, ça ne met pas à bas toute ton analyse. Toute ton analyse est juste. Elle est juste parce que c'est de l'analyse factuelle, donc elle ne peut pas être fausse quelque part. Tu n'as pas de biais, tu ne veux pas démontrer quoi que ce soit, tu observes, en tant qu'être humain, ce qui se passe, donc toutes tes analyses sont justes. Mais après, là où ça dérive, c'est quand tu dis, mais d'ailleurs ça ne dérive pas, parce que tu dis je pense que, tu te dis, c'est pas une analyse là, tu dis je pense que, c'est chevillé au corps, et moi je te dis, ça, c'est pas juste toi tu penses comme ça, moi je pense différemment, c'est que ça a été débattu depuis les années 70, c'est récent, et que je pense que quand même on a démontré l'inverse. Voilà. Parce que depuis les années 70, on accumule les données. On n'accumule pas les idéologies, hein, on accumule des données. Des données révisables tout le temps. Les carbone 14, dans les années 80, il a changé. Ça bouge beaucoup, beaucoup la science sur l'ethnologie et l'anthropologie. Ça bouge énormément. On s'est trompé de date sur certaines civilisations, enfin voilà. Et donc, comme tu dis, l'ethnologie, ça interprète, ça donne un sens, ça interprète. Donc tout ça, dans les années 70, on pensait ça, puis dans les années 80, on pensait autre chose, puis 90, puis dans les années 2000, il y a encore des découvertes qui nous font penser encore autre chose. Donc c'est un monde vivant qui bouge, et je te dis, il faut se tenir au moins au courant. C'est ça que je veux te dire. Tiens-toi au courant de ce qu'apporte l'anthropologie, l'ethnologie sur la vision de l'homme. Et c'est pas évident. C'est pas évident quand tu baignes dans une culture, c'est pas évident. Mais ça ne change rien du tout que oui, je suis comme toi, je suis croissant fil, parce que quand je me regarde objectivement, je sais pas, je baigne dans les objets qui ont apporté la croissance, je me vois pas vivre tout seul en forêt comme un aborigène, etc. Voilà. C'est-à-dire que si, comme tu dis, si on fait un test honnête des gens, et qu'on se regarde soi-même honnêtement, est-ce qu'on est croissant fil ou pas croissant fil? C'est une bonne question. Je pense qu'on l'est un peu tous. Donc, tous ceux qui se disent un peu, je ne parle pas du tout de vous, hein, mais tous ceux-là qui se disent, d'ailleurs dès qu'on se dit quelque chose, c'est qu'on n'est pas trop, mais qui militent, oui, moi je suis décroissant, en fait, ils ne sont pas trop, parce qu'ils sont beaucoup plus, comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui, mon analyse, sont croissant fil, décroissantistes. Ça, je suis d'accord sur ton analyse. Je suis d'accord avec toi à 99,9%, Gilles, tu le sais très bien d'ailleurs, mais bon, je voudrais simplement rectifier que lorsque je dis le postulat de base, la croissance est chevillée au corps de l'homme, je parle de la situation d'aujourd'hui, peut-être que tu as écrit. Bon, je ne me prononce pas
sur la donnée anthropologique. L'homme Homo sapiens, est-ce qu'il a la croissance? Je ne me prononce pas. Alors tu dis, à l'état, on a démontré qu'il était accroissant, il n'était pas croissant. Bon, moi je ne me prononce pas. Donc comme ça, c'est vite vu. Je ne dis pas, l'homme, il poussera toujours vers la croissance, ou bien non, c'est pas vrai. Voilà. Je ne me prononce pas. Je parle d'aujourd'hui. Lorsque ce constat, qui est dans l'axe 1, qui suit l'hypothèse fondamentale sur laquelle la décroissance est inéluctable ou quoi qu'on fasse, le constat, il dit, nous vivons aujourd'hui dans un monde où l'immense majorité des gens ne veut pas décroître, veut continuer la croissance. Bon, ce constat, il ne veut pas dire que, anthropologiquement, génétiquement, l'homme est fait pour la croissance. Je m'en tiens à la situation actuelle, et là, bon, la divergence est une divergence factuelle. C'est vrai ou c'est faux, ça. Lorsqu'on dit les gens veulent la croissance et que, par exemple, Clara s'inscrit un petit peu en faux en disant non, c'est pas vrai, ils la veulent pas vraiment. Moi, j'en connais des tas de collectivités, de communautés ici et là. Alors, non, Christian, je me suis mal exprimé. Quand je dis que l'homme est accroissant, je dis l'homme veut la stabilité du moment. C'est-à-dire, quand à l'époque il y avait pas de croissance, l'homme répétait cet état. Aujourd'hui, l'homme veut répéter cet état. Mais c'est le même homme. Oui, d'accord. C'est simplement l'état qui a changé. Toi, tu dis qu'il est pro-croissance parce que l'état dans lequel il vit est croissant. Donc c'est un peu biaisé ton raisonnement parce que tu dis, si moi je dis que l'homme aime la stabilité, c'est-à-dire qu'il aime répéter exactement le passé et continuer comme avant, si tu veux. Il ne veut pas de changement. Donc c'est normal que dans un monde croissant, s'il ne veut pas de changement, c'est-à-dire qu'il veut sa femme, sa télé, son chien, son machin, tout ce que tu veux, sa stabilité sociale, tout ce que tu veux, toi tu le traites de croissanciste parce que du coup, le monde de maintenant est croissanciste. Mais c'est un peu biaisé ton raisonnement. Non, moi, mon raisonnement, c'est l'homme, je ne parle pas du complot des 3 mecs qui veulent de la croissance, je parle les humains, comme ils veulent répéter les mêmes schémas et ils veulent la stabilité et pas de vague et tout, les traités de croissancistes, parce qu'ils sont comme ça, c'est un peu biaisé. Parce que il faudrait, comme dit Clara, enfin je ne sais pas si c'est Clara ce qu'elle a voulu dire, les mettre dans un autre état et voir si vraiment là, ils feraient tout pour croître. Oui, tout à fait. Non mais, je ne fais pas, je fais pas de psychologie ou de psychanalyse, à la limite je m'en fous. Bon, je fais un diagnostic. Voilà, peu importe pourquoi, s'ils sont croissants ou pas croissants, peu importe le pourquoi de la chose. Bon, je fais un diagnostic aujourd'hui parce que, bon, je vais mettre une action politique avec des données de base. Le diagnostic que je fais, c'est l'immense majorité des gens sur cette planète ne veut pas diminuer son niveau de vie, veut l'augmenter, et que ceux qui sont à un niveau de vie bas veulent l'augmenter aussi. Alors, Clara, tu disais la semaine dernière, mais j'en connais qui sont dans un dénuement et qui veulent y rester. Je suis sceptique. C'est peut-être parce qu'on n'aura jamais... C'est pas une question de dénuement, non, Christian. C'est pas une question de dénuement, c'est que ta phrase est fausse. Ta phrase que tu as mis entre parenthèses en disant que c'est psychologique, les gens ne veulent pas augmenter leur niveau de vie, c'est faux. Non, ce que je disais pas la même chose, je disais les gens qui sont dans le dénuement, y compris dans les communautés très simples, ils préfèrent avoir un peu chaud, pouvoir donc, si tu leur proposes de la croissance, ils vont dire oui. Là où ce débat me gêne un petit peu, c'est qu'en fait, si tu demandes aux gens s'ils veulent la croissance, les gens ils ne sauront même pas te répondre, Christian. Si tu le rapportes, c'est avoir de quoi manger, se couvrir. Ben oui. Que leurs enfants soient en bonne santé et pouvoir leur donner à manger. Tu as pris l'exemple de gens qui n'avaient pas l'eau courante. Et si tu leur apportes l'eau courante, ils vont être d'accord. Ils vont être d'accord. Non, pas forcément. Ça a été encore de la manipulation. Pas forcément. Il y a... Quand on doit faire 15 km à pied pour aller chercher de l'eau dans certains coins perdus, je pense que si on demandait aux femmes si elles préfèrent continuer à porter leur kilo d'eau sur la tête, je ne suis pas sûre qu'elles répondraient. Il y en a qui le font, il y en a qui ne veulent pas le robinet parce qu'elles le savent très bien et elles reviennent au puits parce que du coup, elles ont plus ce temps-là avec leurs enfants et pour parler loin des hommes, etc. Et puis la passion avec le temps de l'eau, c'est vrai. Mais c'est tout le temps. Mère Culture vous a montré qu'à chaque fois ça marchait bien parce qu'elle a fait des petits focus
sur des trucs où, évidemment, hop, t'as un peu plus chaud, c'est d'accord. Mais il a occulté 99% des aborigènes ou t'as été obligé de les tuer pour qu'ils acceptent le robinet. C'est-à-dire que les raisonnements sont biaisés parce qu'on a pris une méthode non scientifique d'exemple où oui, là on a apporté la télé, c'était bien, là on a apporté un robinet, c'était bien, là les gens ils vont toujours vers le plus chaud, vers le plus simple, vers le cocktail. C'est faux. C'est des zooms sur des cas particuliers et le cas général de trucs, ça a été que la croissance a été imposée à coup de bateaux qui tiraient sur les plages, à chaque fois, c'était comme ça. La croissance est imposée par la violence d'un petit groupe. Donc, ce que vraiment, Christian, je veux te montrer, c'est que ce n'est pas une étude psychologique et que ta phrase en disant ouais, c'est de la psychologie, donc je m'en fous, ouais, c'est moyen comme argument, et que deux, je suis d'accord qu'il ne faut pas tomber sur le psychologisme, mais c'est quand même moyen, je t'apporte des arguments ethnologiques, tu me réponds psychologie, donc c'est moyen. Et deuxièmement, tu as dit les gens veulent augmenter leur niveau de vie. Non, parce que si les gens voulaient augmenter leur niveau de vie, il n'y aurait déjà plus de terre depuis longtemps. Ils seraient tous là à vouloir des jets, mais vraiment pour de vrai, etc. Ils se battraient, etc. On aurait des jets partout et les pétroles auraient été finis en 2 secondes. Donc, non, 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 non. Ce n'est pas vrai. Les gens ne veulent pas augmenter leur niveau de vie. Comme dit Clara, ils veulent les bases. Et l'argument majeur que j'apporterais, c'est que, y compris dans nos pays, on va dire, développés, si tu regardes un petit peu tout ce qui ressort de toutes les enquêtes, c'est la part absolument gigantesque de l'externalité négative qu'amène le fait de travailler, la pesanteur du travail, la pesanteur des institutions, tout ce qui va en fait avec la croissance. Pour les gens, c'est une nuisance absolument colossale. Et on n'arrête pas de parler de ça. La pression au travail. On est d'accord, là on est d'accord. Le procès de la croissance, sous tous ses aspects, on l'a fait. Tout le monde fait le procès de la croissance, y compris dans nos États où tu dis qu'il y a une majorité de gens croissancistes. Donc, nous sommes même clivés à l'intérieur de nos sociétés. Donc, il faut prendre le tout. C'est ça que je veux dire. Si tu demandes aux gens s'ils veulent un peu de confort en plus, je pense que la majorité des gens vont te dire, bah oui, mes petits-fils, ils vont te dire, mes petits-enfants te diront, ah bah oui, moi je veux un téléphone portable parce que tous mes copains à l'école en ont, donc on pourrait dire, ah bah tiens, ils sont 306. Oui, seulement... non, et ben tu vois, ça c'est un bon exemple, Clara, qui montre que l'homme, il est d'abord tribal, oui. Et qu'il a son téléphone pas parce que c'est super, c'est mieux, il n'a pas ce raisonnement-là, que c'est mieux, il le fait par mimétisme tribal et que ça connecte aux gens. Donc tu lui proposes un autre truc, on va dire un truc télépathique, un truc télépathique d'Indien, chelou, machin, New Wave, tout ce que tu veux. Il va le prendre aussi, parce que les hommes font d'abord de la connexion, et là on leur propose un outil, mais c'est quoi? C'est les 4 complotistes du machin qui veulent fournir leur téléphone. Donc si jamais tu avais un autre outil, mais qui ne soit pas consensus, mais qui rende le même service, ils le prendront. Parce que c'est encore plus pratique. Donc c'est ça, je veux dire, Christian, c'est que tu dis aux gens, si on leur propose un peu plus de croissance et de chauffage, ils le prennent. Oui, parce que c'est le truc qui a été fait et on a focalisé dessus, mais tu fais la même expérience, je parle de l'expérience scientifique, dans les mêmes gens, dans les mêmes conditions, etc. Tu leur proposes un mode de vie bien avec les bases, c'est-à-dire socialisé, machin, tout ce qu'on connaît, on est là entre ethnologues, je ne vais pas les faire, mais tu proposes les bases, ils vont, comme dit Clara, choisir les bases, parce que l'autre, il y a trop d'externalités négatives. Ils vont tous quitter le travail. Je te dis de lire Daniel Quinn. Daniel Quinn, il dit, les gens travaillent parce que les ont mis la nourriture sous clé. Le jour où tu enlèves la nourriture sous clé, les gens ne travaillent plus. Les gens arrêtent la croissance. Donc c'est pour ça, bon, lui, il la scène comme ça, comme un gourou, si tu veux, mais derrière, c'est un scientifique et il s'appuie sur des études scientifiques pour montrer ça. Il y a assez de kibbutz, d'amish, de machin, de tribus, machin, parce qu'on ne peut pas trop expérimenter avec les hommes. Il y a assez d'observations des hommes depuis les années 70 pour montrer que si tu proposes aux hommes un peu moins, d'ailleurs c'est ce qui va arriver, un peu moins de confort, mais beaucoup moins d'externalités négatives, ben les gens font comme moi, ils démissionnent de leur taf. Tous, ils font tous ça. Donc, c'est pour ça que je te dis, oui, ton analyse est vraie que les gens veulent de la croissance, enfin, de croissance, donc c'est à eux qu'on s'adresse, donc il faut s'adapter à ça, oui, mais attention, si tu bases toute
la com politique en disant mais de toute façon ces gens-là, quoi que je dise, quoi que je fasse, quelle que soit la situation, de toute façon si je les regarde plus, ils vont croître, ils vont profiter pour croître. Non, je pense que c'est pas le bon raisonnement pour parler aux gens en disant oui mais ils veulent croître. C'est juste ça que je veux te dire. Ok, les amis, il reste plus que 3-4 minutes. On a bien échangé sur la croissance, le contenu de la croissance, décroissance, les idées qu'on pouvait avoir de la décroissance. Bon, je vous propose, bon, si tout le monde est d'accord, la semaine prochaine de voir les axes que je proposais donc à discuter, les axes de l'action militante hein, pour les 5 ans à venir. Donc c'est pas le projet post-croissance, c'est la partie axe 1. Alors, bon, très rapidement, je vais les lire. Bon, ce sont des propositions, attention, à débattre. Je vais les lire, on ne va pas les commenter, simplement pour nous le mettre en tête avant la réunion de la semaine prochaine. Donc, est-ce que oui, je peux te couper, Christian? Bien sûr. Bien sûr. Parce que tout à l'heure, il y a une bonne vingtaine de minutes, tu avais commencé un parallélisme que tu n'as jamais terminé, parce qu'il y a eu la formidable intervention de Gilles. Tu avais commencé à opposer les deux voies de militantisme. Tu as commencé à phraser qu'est-ce que serait un militant décroissance volontaire, qui donc dit aux gens il faut freiner, il faut changer votre façon de vivre, si j'ai bien compris. Mais je n'ai pas encore entendu ce que dirait le militant, inéluctable, entre guillemets, opposant, puisqu'apparemment ces deux décroissances sont en opposition, qui serait donc le décroissant inéluctable. Si en trois phrases, tu arrivais à nous... Oui, en une même. À reprendre pied, puisque là, je veux dire... Oui, en une, mais il y a deux axes. C'est l'alerte sur les décroissances inéluctables. Donc, un discours scientifique pour démontrer, c'est le premier acte. Les ressources sont épuisables. Voilà, elles le sont presque déjà. J'avais même parlé des cours de Jean Laherrère. Voilà, et puis, le deuxième axe, alors axe de sous-axe, deuxième, c'est le rétablissement, alors la lutte, je dis la guerre contre la décroissance volontaire et le rétablissement de la décroissance comme étant une donnée objective et pas comme étant une idéologie et en disant que cette idéologie n'a pas d'avenir. Voilà. Bon. Mais pour un militant, ça veut dire quoi à l'autre? La deuxième partie. On va en parler. Oui, il y a plein de choses à dire. Moi, j'ai fait. Alors, je vais te mettre du coup en lien des vidéos dans lesquelles disons, je fais la liste, je fais le plan d'action pour contrer l'idéologie de la décroissance volontaire. Voilà, je ne peux pas te le dire en 5 minutes, je te mettrai les liens sur... Alors, je vais expliquer deux, trois trucs là. Pourquoi on se contente à dire la fin des ressources et le pétrole et on ne parle pas, moins, d'externalités négatives. Parce que ça, les environnementalistes le font déjà, et bien. Voilà, c'est ça. Et que souvent, quand on parle de ça, sauver des petites fleurs, on est taxé de sauver des petites fleurs. Voilà. C'est ça qu'on veut, éviter le piège de sauver des dauphins, alors qui est très bien, on vient tous de là, moi je viens de là, le Grand Bleu, tout ça. On vient de l'externalité négative. Avant la fin du pétrole, alors, souvent, les gens sont souvent choqués par ils se remettent en cause par les externalités négatives, et après, ils disent, ah oui, alors en plus, il y a plus de pétrole. Nous, on fait l'inverse, on focalise sur le pétrole parce que c'est scientifique, c'est donné, c'est pas trop psychologique, on ne peut pas être taxé de quoi que ce soit. Donc voilà pourquoi on a cet unique axe-là. Après, c'est pas mis en débat. Mais voilà c'est ce qu'on avait déjà débattu en disant, on parle que de ça. On peut parler du reste, mais il ne faut pas que ça soit le thème principal. Et sur le deuxième point, pourquoi faire la guerre à nos amis? C'est un peu bizarre, mais parce que, enfin, ça c'est mon point de vue à moi, c'est pas forcément celui de Christian. Pour moi, ce sont des gens qui veulent garder la décroissance à gauche dans un débat politique gauche-point. Ça c'est mon analyse personnelle. Que je partage. Et que moi j'ai envie de, pour une fois, parce que je viens de ce milieu-là, j'ai envie d'ouvrir
le débat à tous les gens, et pour moi la France est de droite depuis des siècles, depuis des millénaires, c'est pas de gauche. Donc pour moi, dès qu'on se dit un peu militant gauche, les gens arrêtent, dès qu'on politise le débat, tout ça, les gens se coupent. Donc pour moi, pour ouvrir la fin du pétrole aux gens, c'est d'essayer, alors pas forcément faire la guerre à ces gens-là, mais de s'en détacher, de pas apparaître comme eux, ou je ne sais pas trop la stratégie, chacun fait un peu comme il veut, mais en tout cas, on peut les dénoncer aussi. Voilà, c'est ça, c'est pas juste la guerre, hein, c'est nos potes, mais le but, c'est d'ouvrir la discussion aux gens qui, comme tu dis, ne se posent pas forcément la question de la vie de tous les jours, quand on est dans la vie de tous les jours, la fin du pétrole, voilà, ou même la décroissance, voilà. Pour moi, c'est ça le truc. Et les dénoncer, parce que pour moi, je les soupçonne de vouloir garder le débat en disant nous, on est les gentils décroissants de gauche. Voilà, Oui, et tous les autres, des méchants. Non, mais tu m'as demandé que je partageais pas, je partage tout de suite. Alors bon, je vais pas le relire. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Je vais pas relire les sept types d'actions proposées. On en parlera la semaine prochaine. Voilà, parce qu'on a dépassé un petit peu, enfin, on est passé de 5 minutes. Donc voilà, bah, écoutez. Juste dire une petite chose pour répondre à Gilles, parce que je trouve très intéressant ce que tu viens de dire. Je crois qu'il ne faut pas minimiser l'effort énorme qu'a signifié pour des gens qui avaient une sensibilité écologiste assez ancrée et qui ont dû faire le deuil mais qui se ressentaient a priori à gauche, qui est mon cas, de faire le deuil quand ils ont compris ce qu'était la gauche, c'est-à-dire une gauche très croissanciste dans ses fibres. Voilà. Oui, c'est un travail de deuil politique important. Et on en est rendu là, enfin je dis on, je ne sais pas si Hervé se mettra sous la même bannière que moi, mais je pense qu'on peut quand même essayer de sauver un petit peu quelque chose voilà. Ah oui, bien sûr. Oui. C'est le fruit d'un long travail aussi de notre... Ah oui, quand je dis ouverture, c'est ouverture à gauche aussi, c'est à tout le monde. À gauche aussi, parce qu'à gauche aussi, il y a eu beaucoup de remises à plat qui ont été nécessaires. Hein, quand on voit qu'a été les débats de l'écologie, Bachter, etc., Wechter, machin, enfin dans les temps passés, il s'en est passé des choses. Donc, on a tous dû remettre des pendules à l'heure, un peu douloureusement. Voilà, mais d'accord pour l'ouverture, hein, je trouve ça très très bien, très bien. Voilà. À la semaine prochaine, on l'a bien discuté, c'était extrêmement intéressant. Parfait, sympathique. Voilà, à bientôt. Salut les amis.